on termine ce qui peut paraître un petit peu cocasse sur la construction du problème de l'islamophobie. Mais je crois qu'au contraire, c'est très, très intéressant justement d'avoir eu toute cette réflexion et d'en arriver à la construction du problème aujourd'hui. Et puis cette construction, je crois qu'on l'a aussi abordée sous de multiples angles tout au long de ces 2 journées. Alors on va procéder un petit peu différemment que dans les autres panels par rapport à la traduction, parce que Marwan Mohamed doit partir à 16h30, donc on va essayer d'en profiter encore énormément, et en fait il me propose donc de faire une traduction synthétique à l'issue de chaque intervention, voilà, afin de pouvoir finalement nous faire profiter de la traduction synthétique. Donc certains le savent, Reda Ben-Kiran a malheureusement annulé sa participation dans ce colloque, mais Daniel Joly, qui devait intervenir hier et qui en fait, il y a eu un petit malentendu sur le calendrier, intervient aujourd'hui. Donc voilà, en revanche c'est Julien Bauger qui n'est pas là, tu nous en diras un mot, Abdelali. Donc voilà, donc je vous propose d'ouvrir ce panel dès à présent, et donc je donne la parole à Abdelali Hadjat, qui est sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Ouest Nanterre et membre de l'Institut des sciences sociales du politique. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Donc j'excuse Julien Bauger qui a une autre réunion pour un postdoc parce qu'il vient de soutenir sa thèse, donc il ne peut pas venir aujourd'hui. Je vais parler au nom de tous les deux. Donc c'est une enquête que nous avons menée ensemble depuis en gros l'année dernière, à partir du mois d'août 2012, qu'on a commencé à réfléchir à ce texte. Donc intitulé Élite française et construction du problème musulman, le cas du Haut Conseil à l'intégration. Donc l'idée de notre réflexion, c'est de se poser la question de la construction du problème musulman, c'est-à-dire comment peut-on expliquer sociologiquement l'idée que l'islam pose problème soit devenu quelque chose d'une sorte d'une évidence sociale, que ce soit quasiment quelque chose qui est partagé par des larges composantes de la société française. Et en gros, par quel processus d'universalisation s'est imposée l'idée que l'islam pose problème. Donc en s'intéressant à l'idée de la construction d'un problème musulman, on est amené de fait à faire une sociologie des élites. Une sociologie des élites qui sont spécialisées dans le discours public, donc notamment spécialisées sur la question musulmane. Et selon nous, c'est en faisant cette sociologie des élites qu'on peut comprendre pourquoi un véritable consensus national s'est créé pour dire que l'islam pose problème, que l'islam est incompatible avec la République, est incompatible avec les valeurs françaises, avec la laïcité, etc. etc. Donc, l'idée, c'est de voir les processus sociaux, d'étudier, d'analyser les processus sociaux, sachant que on part du principe que donc le terme élite doit être utilisé au pluriel, donc on parle des élites, et non pas d'une élite homogène. Et on s'appuie sur un cadre théorique qui est un peu vieux, un peu old school, on va dire, qui est celui du texte de Pierre Bourdieu et de Luc Boltanski, qui date de 1976, sur la production de l'idéologie dominante. Donc, dans ce texte, Bourdieu et Boltanski disent que l'idéologie dominante consiste avant tout à exprimer et à produire l'intégration logique et morale de la classe dominante, ou des classes dominantes. C'est-à-dire qu'on a une idéologie qui permet donc de surmonter l'hétérogénéité des différentes composantes des classes dominantes. Et donc il prenait un exemple très précis, donc sur lequel je n'ai pas le temps de revenir. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, dans cette idéologie dominante, l'islamophobie
est devenue une composante de l'idéologie dominante française. Et donc, pour comprendre ce phénomène, on mobilise un des concepts qui est mobilisé par Bourdieu-Boltanski, c'est le concept de lieu neutre. Lieu neutre, ça signifie que ce sont des espaces dans lesquels des alliances se produisent entre différentes composantes des élites. Et c'est dans ces espaces-là que se construit une idéologie dominante. Or, pour ce qui concerne l'islamophobie ou la construction du problème musulman, on peut dénombrer un certain nombre de lieux neutres, notamment la commission Marceau-Long sur la nationalité de 1987, le Haut Conseil à l'intégration, sur lequel je vais revenir, la commission Stasi, donc, de 2003 à 2004, qui sont les espaces où on retrouve des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des politiques, des journalistes, des intellectuels, des universitaires, etc. Et donc on va se focaliser sur le HCI parce que le HCI a joué un rôle clé dans l'idée que l'islam pose problème et il a participé à homogénéiser les catégories de pensée de l'islam, sur l'islam et les musulmans en France. Donc le HCI nous paraît une période intéressante, un objet intéressant parce qu'en plus, donc il est créé en 1989, donc après l'affaire du voile de 89, il est mort quasiment depuis 2012, donc on a pris toute la période, 89-2012, une période qui est très large et qui est intéressante dans la manière de problématiser l'islam et les musulmans en France. Donc, quand on s'intéresse au discours qui est produit par le HCI, on se rend compte que la manière de percevoir l'islam et les musulmans a évolué dans le temps. Et donc tout l'enjeu, c'est de voir comment le HCI va définir la réalité sociale. Donc là, on est vraiment dans l'idée de comment est-ce qu'on perçoit la réalité sociale. Comment est-ce que la question de l'islam est perçue, est analysée par les différents rapports du HCI dans le temps. Et ce qui nous semble plus intéressant, au-delà de l'analyse du discours, on va essayer de rapporter ce discours à la composition du HCI. Donc il y a en gros 6 versions du HCI, et de s'intéresser à la trajectoire sociale des membres du HCI. Donc on fait rapporter le discours et les conditions de production du discours, c'est-à-dire qui le produit. Donc on n'est pas simplement dans une analyse du discours général. Donc ce qu'on essaie de montrer, c'est que la manière dont le HCI perçoit, analyse l'islam et les musulmans en France est révélatrice de ce qu'on appelle une hétéronomie généralisée. Ça veut dire quoi? Donc, si on reprend la théorie donc, du Bourdieu et de Boltanski, donc, qui utilise le concept de champ, donc plus un champ est autonome, moins les détenteurs du pouvoir local disposent d'une surface sociale et d'un pouvoir général étendu. Donc plus un champ est autonome, moins ceux qui sont dans ce champ vont avoir tendance à aller ailleurs, pour les faire court. Et à l'inverse, plus un champ est hétéronome, ou moins un champ est autonome, plus il va avoir tendance, ou plus les gens qui sont dans ce champ vont avoir tendance à occuper des positions dans d'autres champs. Donc, si on prend le cas de l'université, les universitaires autonomes stricto sensu, qui sont attachés aux règles de fonctionnement académique, vont avoir tendance à rester dans le champ et à occuper des positions, mais à l'extérieur, mais qui sont très anecdotiques par rapport à leur position centrale dans le champ. À l'inverse, on a des gens qui sont notamment dans le champ économique, qui occupent des positions dans différents conseils d'administration, dans l'entreprise, qu'on retrouve dans l'administration, dans les ministères, etc. etc. Et donc, il y a un concept qui est important qu'il faut retenir, c'est le concept de multipositionnalité. Donc, ce que dit Bourdieu-Boltanski, c'est que l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'homogénéisation des catégories de pensée parmi les élites, est liée au fait que des individus sont multipositionnés dans différents champs. Champs économiques, universitaires, etc., etc. Et c'est cette circulation dans les différents champs qui participe à la construction d'une idéologie dominante.
Donc à partir de ces prémices un peu théoriques, on peut dire que l'analyse du HCI, donc je vais vous donner un peu des informations sur le matériau. Il y avait en gros 30 rapports publics qui ont été pondus en 89 et 2012. On a collecté les données biographiques de l'ensemble des membres du HCI, donc N égale 95, donc de 89 toujours à 2012. Donc en prenant les données biographiques, donc le Who's Who, France, dans les d'autres sources comme les biographies d'acteurs publics, les portraits qui sont publiés dans la presse, etc. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir pour chaque membre du HCI leur position par rapport au champ du pouvoir, par rapport au champ administratif, au champ politique, au champ associatif, etc. Et à partir de là, on a distingué deux grandes périodes, deux grandes configurations qui renvoient à une composition spécifique du HCI et qui renvoient aussi à un discours spécifique sur l'islam et les musulmans. Donc la première période, c'est en gros 89 et la fin des années 90, mais surtout le 2000. Donc, 2000, c'est le rapport L'islam dans la République du HCI, qu'on pourrait résumer comme suit. L'islam pose problème, mais l'intégration est en marche. Donc là, l'idée, c'est que après les affaires du voile de 89, après l'affaire des versets sataniques aussi en 89, dans la structuration du champ du pouvoir, l'idée que le fait de porter le hijab est un problème ne faisait pas consensus. Donc il y a eu une bataille, après 89, entre des juristes, donc du gouvernement, des intellectuels, etc. Et il n'y avait pas encore d'homogénéité totale sur l'idée, sur la signification du port du hijab et sur l'idée de légiférer. Ça s'explique par plein de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Mais globalement, la création du HCI a été pensée au départ pour dépolitiser, pour renvoyer à une commission à part le problème qui était posé par cette affaire. Parce que le gouvernement à l'époque était mis en difficulté, notamment par un texte qui a été publié par des intellectuels de gauche, dits de gauche, Régis Debray, Elisabeth Badinter, etc., donc qui parlait de Munich de l'école républicaine, dans un texte de Nouvel Observateur de novembre 89. Et donc à l'époque, ce point de vue-là, c'est de facto trouvé minoritaire, si on prend les élites de manière générale, avec un refus notamment du Conseil d'État, globalement, avec une jurisprudence qui a été produite, un gouvernement qui est divisé, etc., des médias qui sont aussi divisés. À l'époque, Le Monde était opposé, même si d'autres médias étaient pour, etc. Donc on avait des divisions autour de cette question-là. Donc la création du HCI, ça signifiait au départ une sorte de pacification du débat. Et quand on regarde la composition du HCI, donc là, c'est très lisible de loin, mais les points rouges, ce sont les champs, les espaces sociaux, et les points bleus, ce sont les membres du HCI. Et donc on a essayé de mettre en rapport la position des différents membres par rapport aux différents champs. Et donc on se rend compte, à travers ce schéma, que ce qui est au centre, c'est le champ administratif. Donc c'est le champ administratif qui est central dans la composition du HCI. Donc dans la manière de penser l'islam et les musulmans, sont avant tout des hauts fonctionnaires qui ont la mainmise, globalement. Du coup, dans la manière de penser l'islam, on a des catégories qui sont très liées au concept d'intégration, un paradigme juridique, comme dirait François Dorsery, où globalement, on a l'idée que l'islam pose problème, d'un point de vue notamment juridique. C'est pour ça que les premiers rapports, c'était les conditions culturelles, les conditions juridiques de l'intégration, qui ont été pendues. C'est lié à cette composition marquée par les hauts fonctionnaires. Et donc, dans la première version du HCI, comme dans la deuxième, ici, avec un champ universitaire central, un champ administratif aussi central, et la troisième, on a un appui sur les sciences sociales.
Ce qui est intéressant, quand on lit les rapports, lorsqu'on regarde qui est auditionné, qui est cité, des gens comme Jocelyne Césari, comme Farhad Khosrow-Kava, etc., sont des individus qui sont bien considérés par le HCI, et on a une certaine autorité qui est accordée aux sciences sociales. Je me rends compte que j'ai très peu de temps, que je ne suis pas assez vite, mais globalement, l'idée que l'islam pose problème et l'intégration est en marche, ça renvoie au discours qui est produit dans ces travaux en sciences sociales, où en gros, l'idée c'est que l'islam c'est un refuge. L'islam c'est une manière de bricolage identitaire. Mais qu'au bout du compte, l'islam, la conversion religieuse, les pratiques religieuses, ce n'est pas un problème en tant que tel, c'est quelque chose qui s'explique sociologiquement, etc. Au point que certains rapports du HCI vont adopter le discours de certains intellectuels théologiens, comme Tariq Ramadan, puisque dans un rapport de 2001, le HCI cite Tariq Ramadan lorsqu'il fait la promotion d'une culture islamique européenne. Donc là, on voit comment certains acteurs associatifs, politiques ou scientifiques ont une certaine autorité pour dire la vérité sur le monde social. Il va y avoir un basculement à partir de notamment 2000-2001, avec notamment le rapport L'islam dans la République, puis les autres rapports qui vont se produire après. Et donc là, on a une transformation dans la manière dans la composition même du HCI, et aussi dans la manière de penser l'islam et les musulmans. Donc comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller vraiment très vite, j'en suis désolé. Mais l'idée c'est que il y a un changement de composition à partir de 2002, donc ça correspond à l'arrivée à la droite au pouvoir. Donc à partir de 2002, on se rend compte que le champ économique, le champ politique, l'espace associatif, le champ culturel, etc., qui avaient des positions assez annexes dans la composition du HCI, vont rentrer dans le rang, vont rentrer dans la composition, vont jouer un rôle important. Ce qui fait qu'il y a un pôle politique ancré à droite qui émerge, donc avec Yves Gégaud, Salah Haddine, Nelly Olin, etc. On a un pôle associatif qui émerge, mais un pôle associatif qui est très marqué justement de laïcité, donc gens comme Gaye Petek, qui était une association turque, LLE, etc. Un pôle culturel, donc notamment des professionnels de l'audiovisuel comme Yamina Benguigui, Nguyen, etc. Et des journalistes qui sont assez reconnus dans la profession, comme Jean Daniel, voire même des journalistes qui s'affirment islamophobes, comme Claude Imbert. Dans le champ universitaire, auparavant, on avait des gens qui avaient une certaine autorité dans leur discours sur l'immigration, sur l'islam et les musulmans. À partir de 2002, ce sont plutôt des experts universitaires qui apparaissent. Des gens comme Jacqueline Costa-Lascou, sur laquelle on pourra revenir éventuellement, qui a proposé sa définition de l'intégration au HCI, elle a été reprise. Et donc on a, à travers la composition et à travers le discours produit par le HCI, une marginalisation des sciences sociales, à dire, et une stigmatisation même carrément des sciences sociales, à dire la vérité sur l'islam et les musulmans en France. Donc ça se traduit notamment par les citations, par les auditions qui sont faites à ce moment-là. Et finalement, ce qui va être privilégié, ce ne sont pas tant les études sociologiques, mais plutôt les témoignages édifiants, les témoignages médiatiques. Et c'est là qu'on voit que la vision médiatique de l'islam, qui était rejetée par les précédents HCI, alors en disant même que dans les rapports du HCI précédents, il y avait l'idée que les médias stigmatisent les musulmans et qu'il fallait contrer le discours médiatique. Là, au contraire, on a une intériorisation des catégories médiatiques sur l'islam et les musulmans, ce qui fait, et cette transformation-là dans la composition du HCI, va faire que va constituer le point de départ de ce qu'on appelle l'islamophobie par capillarité. C'est-à-dire que le HCI est pionnier dans la construction du problème musulman, puisqu'il va mener des investigations dans différents espaces sociaux, à l'école publique, dans les entreprises,
etc. etc. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Et tous ces exemples-là visent à contrer le discours scientifique et visent à contrer, à promouvoir l'idée qu'il faut briser les tabous. Vous connaissez le discours de Zemmour, etc. Donc il est intériorisé dans le discours du HCI, où finalement l'antiracisme, la lutte contre les discriminations, etc. ce sont autant de tabous qu'il s'agit de briser. Et je vais prendre un exemple, c'est celui du champ scolaire. Il y a des travaux sur les dynamiques religieuses dans l'espace scolaire. Il y a des travaux aussi sur la manière dont les enseignants conçoivent leur propre métier et si les pratiques religieuses posent problème ou pas pour les enseignants. Et ce ne sont pas ces travaux-là qui sont mobilisés, mais ce sont plutôt les témoignages, notamment les thèses qui sont développées par le collectif qui a rédigé Les territoires perdus de la République. Donc un livre qui a été publié une première fois en 2002, autour de Georges Bensoussan qui a dirigé le livre. Et la plupart des gens qui écrivent dedans, ce sont des enseignants, notamment en ZEP, et qui dressent un portrait complètement apocalyptique de l'école dans les territoires entre guillemets perdus de la République. Et cette manière de voir les choses, de fait, renvoie à une autre dimension sur laquelle je ne vais pas revenir, mais du champ médiatique, puisque quand on regarde par exemple la commission Stasi ou d'autres, ou dans les plateaux télé, des livres comme Les Voix de Charlotte Javan, le livre de Fadel Amara, etc., ont avec beaucoup plus d'autorité que le discours du sociologue, de Nassir Aghenif et d'autres pour dire la vérité sur le monde social. Et donc, cette dimension-là qui est plus générale se traduit au sein du HCI. Et au départ, dans le champ scolaire, donc ce qu'a montré Lorsery et puis Pierre Thévanian dans leur livre, en 1989, les professeurs ne considéraient pas que le hijab était un grand problème. Il y avait d'autres problèmes qui étaient liés aux moyens, pédagogie, etc. 30 ans après, on a un rapport du HCI qui invite Claude Bisson-Verve, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui est doyen du groupe biscolaire, donc qui fait partie des hauts fonctionnaires de l'éducation nationale, et qui dit, je cite, « Certains verront dans les anecdotes, donc des territoires perdus de la République, des événements isolés, qui, sortis de leur contexte, n'autorisent pas à conclure et à généraliser. Mais, c'est ça le plus important, le pluriel d'anecdotes est preuve. Le pluriel d'anecdotes est preuve. Donc ce sont ces témoignages, ces anecdotes qui sont transmises comme ça au HCI, qui font la preuve d'un problème musulman à l'école publique française. Cette technique, en s'appuyant, en produisant des connaissances qui sont des connaissances très limitées d'un point de vue scientifique, on le retrouve dans notre espace social, c'est le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, donc avant qu'il y ait l'affaire Babylou, qu'il y ait l'affaire, qu'il y ait le sondage auprès des ressources humaines par Randstad, le HCI va commander, va récupérer une étude d'un cabinet privé sur le fait religieux dans l'entreprise. Donc on va reprendre ces données-là avec un schéma, sur lequel je n'ai pas le temps de revenir, et qui va justifier l'idée qu'il faut légiférer aussi dans l'espace de l'entreprise. Donc voilà un peu le rôle qu'a pu jouer le HCI. Je vais conclure, j'avais d'autres choses à dire. Mais l'idée c'est que, à travers la construction d'un problème musulman, pour conclure, il y a l'émergence de ce que Alain Sexig, qui est un ancien membre de la mission laïcité du HCI, un champ de la laïcité. Un champ de la laïcité, ça signifie un espace social où l'enjeu de la définition de la norme laïque va ouvrir des postes, des entreprises, des formations, des revues, etc. Donc là, le fait que le problème musulman soit construit en domaine d'action publique, ça ouvre un espace dans lequel certains trouvent rémunération, certains trouvent un intérêt matériel, etc. Voilà, merci.